Bonjour, je fais un petit live aujourd'hui parce que il y a quelqu'un qui publie puis qui gère pas mal les informations par rapport à tout ce qui se passe avec la crise aujourd'hui. Mais Monsieur André Lafrance, le député de la Colle et avocat, en avait parlé au début de la crise l'année passée, en 2020. Sauf que depuis, on dirait que cette personne-là a disparu dans l'ombre, manière de parler, puis personne n'en parle. Sauf que moi, je le suis. Et je regarde ses commentaires et ses publications et je trouve que le gars, il a fait des études en recherche comportementale. En tout cas, on va regarder tout ça en profondeur, mais je trouve que c'est pas mal lui qui a les mains sur le volant. En tout cas, on va regarder un peu les documents que j'ai trouvés. Donc, si vous voyez sur la page de Thomas Payos, sur son LinkedIn, il y a les mêmes publications, là. Je l'ai traduit pour juste faire mettre en évidence vraiment ce que lui fait. Puis ensuite, ça, on va passer par sa biographie et expliquer c'est quoi qu'il fait, puis d'où ce qui vient, lui. En gros, sa dernière publication qui a été faite en date de 4 heures, donc on est le 12 octobre 2021, stipule que, en fait, lui, il nous met en situation, on est en 2050, le gouvernement américain vient de faire défaut sur sa dette et ne respecte pas ses cotisations sociales. Les hôpitaux tombent en panne, ils ne peuvent pas fonctionner sans les revenus de Medicare et de Medicaid. Les personnes âgées font la queue dans les hôpitaux ne les desservent pas, ils ne peuvent pas se le permettre. Il y a une ruée sur les banques qui détenaient trop de dollars, ils s'effondrent. Les gouvernements du monde entier sont pris avec trop de dettes américaines et en font défaut. Ceux avec leurs économies en dollars ont été anéantis. Ils regardent les dernières décennies de leur vie comme un ravin vide. Que s'est-il passé? Internet et blockchain. Donc lui, il est en train de voir qu'en 2050, l'économie actuelle, la société actuelle est en train de s'effondrer. Il met en situation. Et je vais vous montrer par rapport à la COVID ce qu'il a fait. Et par rapport à ce que j'ai lu sur les documents que je vais vous montrer plus tard, vous allez pouvoir vous faire une idée que le gars, il en sait pas mal plus que ce qu'on pense, là. Donc, ici, on arrive ici. Le gouvernement sont trop de dettes et pris de trop de dettes américains, ils font défaut. Donc, ceux avec leur économie en dollars sont été anéantis. Ils regardent les dernières décennies de leur vie comme un rabbin vide. Donc, on était rendu là. Que s'est-il passé? Internet ou blockchain? L'autre jour, j'ai partagé avec vous comment l'imprimerie a mis fin au pouvoir de l'Église et a ouvert les portes aux États-nations. C'est maintenant autour des États-nations, donc de leur fin est proche, Internet et le blockchain les mettront en faillite et distribuant son pouvoir aux particuliers, aux entreprises, aux entités supranationales et aux organisations distribuées. Et il explique pourquoi. Les individus ont plus de pouvoir et peuvent accéder à toutes les informations du monde et atteindre tout le monde dans le monde. La seule chose qu'ils ont besoin, ce sont de bonnes idées accrocheuses. Une seule personne, Satoshi Nakamoto, a changé le monde avec un pseudonyme avec son papier Bitcoin. QAnon a fait de même. Pourquoi il parle de QAnon? Ah, rendu là, il doit être un complotiste aussi, lui. Il doit être dans la gang de Trump. En tout cas, il parle de QAnon. Même un rando comme moi peut sortir de nulle part, lire des articles scientifiques pendant son temps libre et écrire des articles en pantalon de survêtement qui finissent par être lus par des dizaines de millions de personnes et influencent les politiques de dizaines de pays. Donc lui, il est en train de se vanter de son pouvoir, là. En tout cas, c'est ce que je lis, là. Je déforme rien. C'était impossible il y a à peine 20 ans. Jusque-là, c'était des radiodiffuseurs qui avaient le plein pouvoir de dicter la pensée de l'agenda. Des radiodiffuseurs étaient fortement influencés par le gouvernement. Ah! Donc, si on parle, c'était impossible il y a à peine 20 ans, on est en 2050, moins 20, c'est en 2030. Donc, si on recule en 2030, donc si on voit que leur plan, c'est 2020-2030, donc lui, il parle de la fin de l'implantation de ce qu'on est en train de vivre, soit le New Order. Donc, en 2030, selon pour lui, c'était impossible à faire. OK? Jusque-là, c'était les radiodiffuseurs qui avaient le pouvoir de dicter la pensée et l'agenda des radiodiffuseurs. Donc, il y a un agenda, lui, il le confirme, là. Entreprises multinationales, à mesure que les grandes entreprises technologiques se développent, elles remplacent de nombreuses entreprises locales et concentrent leurs recherches sur quelques personnes. Ben, présentement, Costco avec Bill Gates, Bill Gates, de toute façon, il s'implante partout. Mais Bill Gates est départ en Costco, donc multinational. Global Economic Forum, on s'entend-tu que c'est eux autres qui mènent présentement
la transition avec l'OMS puis l'ONU. Donc, ceci est bien illustré par l'industrie du voyage. Vous pouvez voir le changement dans le ton utilisé par les entreprises. Donc, vous voyez déjà, quand ils ont, comment il s'appelle, le chum à Bill Gates qui a enlevé toutes ses finances des compagnies aéronautiques, les faisant cracher rendant la vie difficile pendant les prochaines années. Donc, on voit bien que c'était comme planifié, là, avec c'est Buffett qui a fait ça. Donc, on voit qu'ils se parlent entre eux autres, il y a de la collusion entre les multinationales, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent. Et la technologie qui se construit va continuer à saper leur pouvoir. Donc, on parle peut-être probablement du crédit social via le passeport sanitaire. En tout cas, moi, je présume. La blockchain élimine les gardiens grâce à la décentralisation, comme ça fonctionnait jusqu'à maintenant. Comment ça fonctionnait jusqu'à maintenant? Le gouvernement a toujours été le gardien ultime. Donc, les multinationales centralisent les pouvoirs avec les gouvernements, mais c'est des multinationales qui gèrent tout présentement. Donc, eux autres se servent des gouvernements pour centraliser leur pouvoir, pour faire passer leurs décisions, puis ci, puis ça. Mais les gouvernements, au bout de la ligne, font juste tâter le pouls du peuple pour pouvoir dire, après ça, au Global Economic Forum ou à ces compagnies-là, vous pouvez y aller, vous ne pouvez pas y aller. Tout simplement parce que sinon, ils vont créer de l'opposition sociale. Donc, le blockchain élimine le gardien grâce à la décentralisation. Le blockchain, cette technologie, ok, ouais. Le gouvernement a toujours été le gardien ultime, mais la blockchain, cette technologie est plus importante encore, sa culture tue cela. Vous n'avez pas besoin d'un gardien central lorsque la communauté peut obtenir un meilleur résultat avec moins de papasserie et de corruption. Donc, entité supranationale. L'histoire du monde montre que la portée de politique grandit pour gérer l'ampleur des problèmes. Nous avons maintenant des problèmes mondiaux et nous aurons donc des organisations mondiales pour les résoudre. Les États-Unis, l'Union européenne, l'OMS, l'OMC, le FMI, le Fonds monétaire international, le BM, ça faudrait vérifier. C'est surtout des organisations supranationales, donc sont au-dessus des nations et qui ont émergé pour résoudre des problèmes qu'elles ne pouvaient résoudre seules. Donc l'Alliance leur sert pour résoudre des problèmes qu'ils ne pouvaient pas résoudre à eux seuls. Donc là, présentement, tout est en place pour faire l'Alliance. L'échec de l'OMS pendant la pandémie n'était qu'une nouvelle qu'en raison de l'extrême nécessité de l'organisme. Vous voyez qu'il est en train de dire lui-même que la pandémie, c'est un prétexte. Comme ils disent depuis le début avec The Global Goals, the pandemic is the portal for the new order, for the new world. Nous, tous les quatre prendront le pouvoir à l'État-nation. Quelle nouvelle classe va émerger? Plus à ce sujet bientôt. Donc, lui, il est en interrogation. Je vais vous montrer, entre autres, c'est qui, lui. The Hummer and the Dance. Quand M. Lafrance parlait de M. Payos, il faisait référence au document d'accès à l'information qu'il avait fait. Il avait fait une demande, lui, à l'information par rapport au courriel envoyé par Aerodot le kit. Et la demande avait déjà été faite. Donc, lui, il a tout simplement ramassé cette demande à l'information-là et il l'a tout simplement analysé. Et on est tombé sur le courriel du 14 mars, où ce que Marc Dionne parle à Horacio Arruda, le 14 mars, on s'entend, les mesures de la COVID ont commencé le 13, okay, un vendredi 13. Donc, lui, le samedi, le lendemain, Marc Dionne se donne le moyen de taper sur l'épaule à Horacio en le félicitant. On va lire. Horacio, il me ferait plaisir de te donner tout mon soutien, dont toi et l'équipe que vous avez besoin. Dont toi et l'équipe avez besoin. Tu fais un excellent travail. La voie pour bien gérer cette crise est étroite. OK, elle est étroite. Donc, ils n'ont pas le choix de suivre une ligne, là. Il faut agir rapidement et efficacement, sans céder et créer la panique. Donc, ça, c'est important. Il faut agir rapidement, efficacement, sans céder et créer la panique. Parce qu'ici, il crée la panique, c'est pas sûr que la peur, ça fait faire des grosses choses, hein? Arruda l'a dit, hein? Il est actuellement super important de savoir comment la transmission se fait et la contrôler. Donc, ça fait depuis le début qu'il la contrôle. Parce que c'est important qu'il la contrôle. Donc, si elle se propage, est-ce qu'il contrôle la propagation? Moi, j'ai vent que oui.
Il est actuellement super important de savoir comment la transmission se fait et de contrôler sans céder à la panique d'un RO inéluctablement. Un RO, c'est comme un ratio qu'ils atteignent par rapport à la contamination-transmission. C'est un ratio entre les deux, le temps de personnes contaminées versus le taux de transition. Les autres, ils priorisent un, tu sais, c'est leur courbe, là. Le R0, c'est ça. Et vous voyez en bas le lien, puis vous m'auriez ajouté, Thomas Payot m'a dit, mais vous voyez le lien qui est celui-ci. Ça pointe vers ça. Donc, le courriel dit, garde, voici le plan. Puis, je te souhaite une bonne chance là-dedans. Puis, si on retourne plus loin, le 21 mars, si je ne me trompe pas, le 21 mars, on demande un statut sur ce qui se passe présentement. Et on va le voir dans l'entête. The Hammer and the Dance, le 20 mars. Donc, c'est Gaston Desserre de l'INSPQ. Donc, l'INSPQ, c'est une belle gang, ça, de supposément scientifiques médecins, mais qui se tiennent, mais est-ce que c'est vraiment scientifique ce qu'ils font? Ben, avec ce que je vois, cet article est excellent. Un article est excellent et il résume tout à fait les aspects épidémiologiques importants. Le plan de route pour les prochains mois. C'est clairement écrit, là. C'est le plan de route pour les prochains mois. Donc, lui, Gaston Desserre est en train de dire que Thomas Payot, c'est lui qui fait le plan de route pour les prochains mois. Ça, si je lis les mots, là, j'interprète rien, c'est clairement écrit, là. Donc, voici les attentes d'Horatio de M. Cockinston, chef de cabinet de M. Legault, sur cet article. C'est lui, c'est qui ça, M. Cockinston? Coquinen, en tout cas, by the way. C'est qui, lui? On n'a jamais entendu parler, c'est Arruda qui se mouille présentement. Donc, Arruda, lui, il a envoyé à Marc Dionne, je fais lire, mais faites-moi un petit topo, une page sur où on est, où là-dedans. OK. Donc, on va aller voir un topo, c'est quoi son plan à M. Payot, le The Hammer and the Dance. The Hammer, comme il explique son graphique, c'est le début de la COVID, les 3 à 7 premières semaines, et The Dance, c'est la suite. OK? Ce qu'ils veulent faire au début, c'est que, je vais vous mettre les liens en copie en bas. Moi, je les ai toutes parcourues, et ce qui explique, entre autres, c'est qu'au début de la crise, ce qui est important, c'est tout fermer, puis de restreindre tout. The Hammer, tu sais, un coup de marteau. Ça veut dire que là, on frappe sur le clou, puis on ferme tout. Et The Dance, c'est par la suite, c'est tout simplement remettre la liberté au peuple, mais en mettant des couches de sécurité, soit le port du masque, la distanciation sociale, le confinement, le passeport sanitaire, et tout ce qui s'en vient dans le futur. Parce que là, il y en a d'autres choses qui s'en viennent. Donc, là, il nous donne des options, les mesures en France, c'est que là, lui, il fait ses mesures. OK? Donc, le plan, lui, il a pas mal tout est libéré avant même que la crise se déclare. Vous voyez? C'est des stratégies. Je vais vous laisser le soin de vous faire une tête là-dessus, d'aller le lire vous-même. Mais c'est pas mal le plan de match, là, qu'il est en place, puis c'est probablement lui à l'international qui, parce qu'on constate que partout à l'international, sauf certaines choses, là, comme le passeport sanitaire pas partout, mais ça ressemble pas mal à la même gestion partout. Donc, lui, ce qu'il a fait par la suite, c'est que le deuxième document, la page parle de Dance, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis dans la Dance, il y a les couches de fromage, le Swiss Cheese Strategy. Pour lui, chaque mesure est une couche de fromage avec des trous. C'est que, mettons que le port du masque, ben, il n'est pas infaillible, il y a des trous qui passent. Mais si on met une autre couche, une autre mesure, ben lui, le trou risque de, l'autre bord, l'autre couche risque de le bloquer. C'est que là, il se met plusieurs couches de même, lui. Fait que c'est le même qui, lui, est capable de mettre un contrôle. Regarde les fans sociales, les contrefaçons, lui, il met tout là. Fait que je vous invite à aller regarder cette page-là également. C'est que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un contrôle tout de suite, immédiat, on ferme tout. Puis par après, on commence à rouvrir. Donc, en fermant tout, on crée une certaine peur, une certaine crainte. Et donc, par la suite, on se donne des mesures d'ouvrir en se fiant que le peuple demande une certaine sécurité. Et en demandant, le peuple va demander par lui-même de mettre ces couches-là. C'est ce qui a été mis en place. Et de là, les courriels, il ne faut pas mettre la panique. Parce que s'ils mettent la panique tout de suite, ben là, ils vont avoir de la misère à implanter ça. C'est toute une stratégie. Puis on va aller voir c'est qui, lui. Parce que là, je vous ai montré le courriel, je vous ai montré leur plan. C'est qui, lui? C'est que lui, je l'ai traduit pour vous. C'est un expert du coronavirus du jour au lendemain. Lui, là, du jour au lendemain, tac, il est tombé l'expert du coronavirus à international. Du jour au lendemain. C'est que lui, c'est un Espagnol de 37 ans. Il s'est rendu à Stanford, à San Francisco, et gagne sa vie en gérant la stratégie d'entreprise, le Course Zero. Mais lui, il était en France, c'est un ingénieur, j'en ai d'autres, des biographies. Là.
on dirait qu'il y a comme un mandat, là. Sans la pandémie, Peyos ne serait qu'un autre technicien bien excentrique. Il y a quelques années, il a écrit un livre déconstruisant le récit de Star Wars. Il a donné une conférence à TED, donc c'est toutes les big comme Big Gates, les kits qui vont là, sur la structure de l'histoire. Il a posté sa vision du monde sur Facebook. Donc lui, il a une vision du monde. Puis ça a l'air qu'elle est pas mal partagée, sa vision du monde. Puisque jusqu'au moment que le coronavirus s'abattait aux États-Unis, il a publié 211 articles sur Medium. Le premier a averti les Américains de prendre le virus au sérieux. Il a été vu 40 millions de fois. Le second, le marteau de la danse, a inventé un terme repris par des scientifiques, des responsables de la santé publique et des journalistes chevronnés. OK. Donc, on lui a donné de l'importance. Puis on s'est décrit avec précision comment le monde réagirait à la pandémie. Mais on s'entend-tu qu'il fait de l'ingénierie sociale? C'est un ingénieur. Vous allez voir dans ces choses, sa job, c'est ça, comme les actuaires. C'est d'analyser comment que la société fonctionne. Et lui, à partir de là, c'est proposer des méthodes, des X, Y, Z, là, des méthodes pour pouvoir aller dans tel sens. Et là, présentement, c'est de contrôler un virus. Et lui, il s'est mis une méthode. Et à partir de là, il l'a publié, tout le monde s'en est pris à appliquer cette méthode-là. Donc, c'est ça que je trouve drôle qu'il a réussi à décrire avec précision. D'abord avec des intérêts dramatiques, puis le marteau, puis avec des efforts de confinement à bloc la banque. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. C'est bon. C'est qu'on va aller ici. Pourquoi les récits captivent? Les récits piratent notre cerveau pour nous hypnotiser et nous y influencer. Vous avez tout déjà demandé comment ils font et comment exploiter leur pouvoir. Dans ce talk divertissant et révélateur, l'auteur Thomas Peyos changera à jamais votre façon de voir les récits. Il nous amène dans un voyage à travers la neuroscience des récits. Il nous explique pourquoi des bons récits suivent le même plan caché et comment nous pouvons les utiliser comme art secrète. Thomas Peyos Brochard est un expert psychologique comportemental, ingénieur social, un psychologue, un expert en psychologie comportementale, pas mal pareil, là. Okay? On analyse le comportement des hommes pour pouvoir ensuite mettre une stratégie pour pouvoir les amener à agir ainsi. C'est ça qu'il dit. Récit pirate notre cerveau pour hypnotiser et nous influencer. C'est ce qu'ils font depuis le début. Puis même si on a des évidences, il est l'auteur de Star Wars Ring, un best-seller d'Amazon qui analyse les schémas de narration qui sous-tendent des grandes histoires telles que Star Wars, Beowulf et Harry Potter. Cette présentation a été donnée lors d'un événement TEDx local en utilisant le format des conférences TED, mais organisé indépendamment. Donc, je vais vous partager également ce lien-là. Vous pouvez voir également aussi son LinkedIn que vous voyez d'où il part. On va aller étudier tout de suite ses études, lycée français à Madrid. Après ça, il était un assembleur général front-end développement, donc sur son informatique. École centrale de Paris, donc il était dans le milieu scolaire. Il était un ingénieur général, un master en plus de sciences. Il a fait un MSc, un BS, un Industrial Engineering, ensuite de ça en 2000-2005. Stanford University. Ça veut dire que là, en 2008-2010, il a été à Stanford, puis c'est là qu'il a fait son design school, son social adventure. Donc c'est là qu'il a fait ses affaires là, de psychologie puis de l'équipe. En tout cas, c'est ce que je présume. Vous voyez qu'il a travaillé pour L'Oréal, Siemens, des grosses compagnies multinationales internationales. Arthur D. Little, je ne connais pas. Price Waterhouse, il faisait des transactions, des services de transaction. Consultant en marketing. Donc, marketing, c'est comment ça marche, lui. Donc, comment promouvoir ses idées, puis tout le kit. Il est déjà dans le bain. Il était président de Wiki. Il faudrait aller voir c'est quoi. Créer de business plan prototype pour le portal. OK. Quel portal, on s'en ferait voir. External consultant, donc un consultant externe, donc depuis 2008-2009. Rock directeur. Ça, c'est faudrait aller voir c'est quoi qu'ils font. Vous voyez? Ils travaillent avec Facebook présentement. Ils travaillent avec des applications de Facebook, donc qui est pas mal implanté, pas mal partout, là. C'est sur ceux que celui-là qui intéresse le plus. Là. Reduce cost on user acquisition, analyze user probability, profitability, drill the new game feature to increase virality, retention and monetization. Ça, entre autres, c'est son LinkedIn.
Là, j'ai fait la traduction d'ici. C'est qui, lui? Est identifié comme un conférencier TEDx de 33 ans, le leader de la croissance des produits marketing de chez Coursera. Son nom de famille complet, c'est ça. Il semble avoir actuellement attiré l'attention des médias s'exprimant sur le sujet brûlant du monde. Le coronavirus arrive pour vous, agir wow. Le coronavirus vient à vous, entre autres. Donc, c'est quand même assez explicite que cette personne-là soit aussi influent et a une mainmise sur ce qui se passe présentement et entre autres est en train de prévoir déjà ce qui va se passer en 2050. Je voulais juste vous faire part de cet individu-là. J'aimerais quand même qu'on ne perde pas de vue que c'est lui qui a les deux mains sur le volant à date. En tout cas, il semble s'en savoir plus. C'est lui qui sait où ce que le bal s'en va. Fait que je vous invite à aller regarder ces documents-là. De suivre cette personne-là va probablement vous donner des indications à savoir ce qui va se passer. En tout cas, depuis le début de la crise, moi je le suis et pas mal tout ce qu'il a dit est arrivé. En tout cas, c'est que faites-vous une tête là-dessus. Je vous partage des informations et je vais également mettre la vidéo de André Lafrance là, du temps du mois 2020 là, quand il en parlait également. Comme ça, vous allez pouvoir faire une tête là-dessus. Donc sur ça, bonne fin de journée.